aussi que la protéine spike du vaccin ait des effets pires que la maladie, c'est-à-dire que la protéine spike du virus naturel. Alors Stéphanie Seneff, elle travaille au MIT à Cambridge et elle est spécialisée dans la toxicité environnementale et en rapport avec la nutrition. Voilà. Donc, comme Louis vous l'a dit, la protéine spike, elle serait responsable de certains aspects de la maladie Covid. Les aspects auto-immunitaires, les aspects de coagulopathie, etc. Le virus de la Covid, c'est un virus respiratoire, aussi de tropisme. Donc, quand on achète le vaccin, on met en dehors de jeu cette barrière mucosale. Donc, des personnes qui, grâce à leur barrière mucosale saine, ont éliminé le virus sans fabriquer d'anticorps, lorsqu'on leur injecte le vaccin, là, on va les forcer à fabriquer un anticorps et du coup, elles peuvent faire une maladie auto-immune, une réaction auto-immune qu'elles n'auraient pas fait avec la Covid-19. Encore une différence donc entre le vaccin et la spike naturelle du virus. Alors, je vous ai dit que cette spike, un de ses récepteurs, le plus important, c'est l'ACE2. C'est une protéine qui participe à la régulation de la tension artérielle. Elle est beaucoup présente dans beaucoup d'organes, en particulier le cœur, les poumons, les testicules, sur l'endothélium des vaisseaux sanguins, donc sur la membrane des vaisseaux intérieurs, en particulier dans le cerveau. Elle est présente sur l'endomètre, donc sur l'utérus. Donc tout ça, ça peut avoir des effets sur la fertilité. J'ai vu une question qui est passée sur la fertilité. Alors, il n'y a pas eu d'études, à ma connaissance, sur la fertilité des femmes qui avaient été atteintes de Covid. Je n'ai pas vu passer ça, peut-être que je l'ai raté. Mais en tout cas, on peut s'attendre à des problèmes sur la fertilité avec la protéine spike vaccinale, puisqu'elle va se lier à la CO2 qui est exprimée beaucoup dans les testicules, dans l'endomètre, l'utérus. Alors, on a beaucoup parlé de thrombose pour les vaccins, mais il faut savoir déjà en amont que la Covid-19, tous les médecins vous l'ont dit, provoque des coagulopathies, donc c'est un problème de thrombose, de caillots. Alors ici, sur ce schéma, on a comparé les thromboses dans la Covid-19 et avec les vaccins. Alors évidemment, avec les vaccins, ça dépend de la pharmacovigilance, donc c'est toujours sous-évalué. Mais ce qu'on voit par exemple dans le graphique de droite, où il s'agit des thromboses veineuses profondes, on voit que finalement, le vaccin ARN donne beaucoup plus de thromboses que le vaccin ADN AstraZeneca. Donc, ce n'est pas spécialement l'AstraZeneca qui donne les thromboses, ça serait plutôt dû à la spike qui est délivrée aussi bien par les vaccins ADN que par les vaccins ARN. Alors, il y a aussi une neurotoxicité de la spike protéine. Alors ça, j'ai beaucoup vu passer dans les officines officielles, disons, des autorités de santé, que c'était des fausses allégations, mais en fait, je vous ai mis toute une tripotée de références ici pour vous montrer que c'est établi que la spike passe la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire elle peut passer du sang dans le cerveau. Donc, comme il y a beaucoup d'ACE2 dans le cerveau aussi, elle peut être très toxique sur le cerveau. Et on a vu les effets neurotoxiques de la Covid. Je ne vais pas vous les détailler. Donc, il peut y avoir une toxicité de la spike vaccinale au niveau du cerveau aussi, neurotoxique. Il y a aussi, dans cet article, donc Stéphanie Seneff évoqué la possibilité des maladies neurodégénératives dues au prion. Alors ça, c'est théoriquement possible, ce n'est pas démontré, parce que la spike, elle contient des motifs, donc qui s'appellent GXXG, c'est-à-dire de la glycine séparée par 3 autres résidus, qui sont favorables au mauvais repliement de cette protéine. Et ça, c'est comparable avec la protéine prion. La protéine prion, elle ne contient que 4 motifs qui sont favorables au mauvais repliement, et la spike en contient 5. Donc, c'est théoriquement possible que la spike soit capable de se comporter comme une molécule prion et plus tard, à long terme, provoquer des maladies neurodégénératives type prion. Alors, on a aussi beaucoup parlé de la possibilité de l'insertion permanente du gène de la spike dans l'ADN humain. C'est théoriquement possible. Ça a été montré in vitro par une publication dans le PNAS, donc c'est un des plus gros journaux scientifiques. In vitro, c'est établi. Pour que la spike s'intègre dans l'ADN humain, il faut 2 choses. Il faut d'abord qu'il y ait une reverse transcriptase, donc qu'il soit capable de transformer l'ARN en ADN, et ensuite une insertion dans l'ADN. Cette activité reverse transcriptase, elle existe dans le sperme, chez l'embryon, dans les cellules tumorales, dans les cellules immunitaires et dans les cellules de certains malades atteints de maladies auto-immunes. Donc ceci pourrait expliquer en particulier au niveau des cellules tumorales
que chez les cancéreux, il y a une forte toxicité du vaccin. Ça pourrait s'expliquer, c'est théoriquement possible, je ne dis pas que c'est ça, par une intégration de la spike dans l'ADN des cellules tumorales ou une réactivation au moins de ces cellules tumorales. Il se passe quelque chose avec les cellules tumorales et le vaccin, c'est certain. C'est peut-être un effet aspécifique de stimulation immunitaire aspécifique qui fait redémarrer la tumeur. Et donc, à propos de cette insertion possible, enfin de l'activité reverse transcriptase dans le sperme et chez l'embryon, il faut citer un fait qui est établi avec un virus ARN, un autre virus ARN, qui est le virus de la diarrhée bovine, qui peut traverser le placenta. Le veau l'intègre à l'état embryonnaire, il ne peut plus le reconnaître comme étranger, donc il ne va pas l'éliminer. Et donc le veau qui va naître va excréter toute sa vie le virus et il va contaminer le troupeau. Donc dans ces cas-là, on va éliminer le veau. Donc ça, c'est possible théoriquement chez le fœtus avec l'ARN vaccinal qui peut être intégré dans l'ADN par des cellules du sperme et ensuite ces cellules vont fabriquer des plasmides à ADN qui vont l'intégrer dans l'ovule. Tout ça, c'est des possibilités théoriques mais qui ont été prouvées avec d'autres virus ARN. Voilà, donc c'est possible. Après, donc, les deux questions des internautes qui circulent beaucoup, c'est quand on est vacciné, est-ce qu'on peut donner son sang? Alors, ça a été prouvé tout à fait de manière certaine que la protéine spike vaccinale, c'est-à-dire que vous produisez quand on vous a injecté l'ARN messager, elle circule dans le sang, on l'a même mesuré. Donc, quelque temps après l'injection du vaccin, c'est très possible de donner du sang qui contient la protéine spike. D'ailleurs, le ministère britannique de la Santé a conseillé d'attendre 7 jours après le vaccin pour donner son sang et 28 jours si on a des effets indésirables. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'il soupçonnait que quand on a des effets indésirables, c'est que la protéine circule plus? On ne sait pas. Mais quand même, il conclut que c'est très peu probable que les éléments du vaccin persistent dans le sang aussi longtemps. Bon, en tout cas, on a retrouvé de la protéine spike et de l'ARN du vaccin dans le sang, donc c'est possible tout ça. Et enfin, quelque chose qui circule aussi beaucoup, une question, est-ce qu'il est possible que les vaccinés contaminent les autres juste par excrétion du vaccin? Alors, c'est pareil, c'est théoriquement possible, c'est un peu tiré par les cheveux. Il est possible que la protéine spike, mal repliée, se fasse enrober dans des exosomes et qu'elle soit diffusée par expectoration. C'est possible, voilà. C'est vrai que dans le protocole Pfizer, on a recommandé aux femmes qui auraient pu subir une exposition au vaccin de le signaler, surtout si elles préparaient une grossesse. Voilà. Donc tout ça, c'est théoriquement possible, mais ça peut être dû, je pense, plutôt à une mauvaise manipulation du vaccin, puisque peut-être que ça peut passer à travers la peau. Tout ça, c'est possible, mais c'est non prouvé. Et moi, j'ai trouvé aussi des essais de vaccins avec des exosomes qui contiennent la SPAC. Donc, ça doit possiblement être envisagé. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini. Donc, je n'aborderai pas la question du magnétisme qui a été posée par des internautes, parce que ça, c'est en cours d'étude. Ça n'a pas été prouvé de manière fiable que les personnes sont magnétiques. Et ensuite, il y a des physiciens qui essayent de comprendre pourquoi, si c'est le cas, comment on pourrait expliquer ça, mais c'est en cours d'étude. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation très didactique. On voit qu'il y a beaucoup de possibles, beaucoup voilà, de choses. On ne sait pas si elles sont avérées ou pas. C'est clair, tu nous dis, ce que j'ai compris, c'est que cet ARN pour le spike, il est protégé, il rentre dans la cellule, il peut s'intégrer. Il beaucoup de protéines parce que c'est mission de cracher beaucoup de protéines à la cellule. Donc c'est un ARN très efficace à aller faire ça. Il reste plus longtemps dans le corps parce qu'il est protégé à la fois par euh, en termes de bases qui sont un petit peu différentes des bases normales. Et puis il y a pas mal d'effets secondaires qui peuvent être induits puisque finalement il va dans tous les tissus, qui va dans le sang circulant et qui va dans les organes reproducteurs. Il n'est pas du tout cantonné aux cellules de l'immunité, comme ça a été dit par les fact-checkers des journaux de désinformation mainstream. Voilà. Donc, est-ce que je mets la parole au centre pour des réactions ou des commentaires?
C'est un sujet délicat. Bon, on sait déjà depuis le début dans les dossiers d'AMM des vaccins, c'est-à-dire dit par le laboratoire, que l'ARN messager va absolument dans toutes les cellules, puisqu'on en a retrouvé dans les gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules, mais on en a retrouvé à peu près dans tous les organes. Ça, c'est officiellement dit par le fabricant du vaccin et par Pfizer en particulier, ou par Astra. Donc ça, c'est pas une surprise. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça fera, qu'est-ce que ça peut faire, et c'est un petit peu ça qui, moi, me gêne, c'est cet inconnu face à une vaccination de masse pour laquelle on n'a pas fini les études et on n'a surtout aucun élément à moyen terme. Moi, je voudrais poser une question à Hélène, à moins que j'ai mal compris ou mal entendu ce que tu as dit, mais est-ce qu'on a une idée de pendant combien de temps nos cellules vont fabriquer cette protéine spike? Parce que on a bien compris qu'on nous injecte cet ARN messager qui va rentrer dans nos cellules et et les cellules, à partir de cet ARN messager, vont fabriquer cette protéine spike qui va être diffusée dans l'organisme un peu partout et ou rester dans la cellule. Mais pendant combien de temps? Moi, j'ai pas trouvé cette information à ce Voilà. jour. Alors, de mémoire, parce que j'ai pas pris avec moi le papier, donc je vous dis qu'il y a un papier qui a montré que on trouve de la protéine spike chez les vaccinés. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on trouve d'abord la sous-unité S1 et ensuite on trouve la protéine spike entière. Et ça dure à peu près 15 jours. Donc, l'explication qu'il donne, c'est que d'abord, la protéine, elle est clivée et ensuite, elle est fabriquée par les cellules qui ont intégré l'ARN. Et donc, dans ces 15 jours, dans la deuxième partie de ces 15 jours, on trouve la protéine spike entière dans le sang. Voilà. Donc, il y a une publication que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Au moins pendant 15 jours, il y en a dans le sang. Voilà. Alors, je me permets de te reposer la question pour te la faire préciser. J'entends bien qu'une fois qu'on a fabriqué cette protéine spike, d'abord c'est une protéine étrangère, en plus on va faire des anticorps, donc on va la détruire. C'est l'objectif d'ailleurs de la vaccination, c'est de faire des anticorps contre la protéine spike pour la détruire. Mais l'ARN messager, lui, il reste combien? Parce que on détruit cette protéine spike, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en fabriquer en même temps? Tant que l'ARN messager est dans nos cellules, on fabriquera la protéine spike. Donc, est-ce que cet ARN messager, est-ce qu'on connaît la durée de vie de l'ARN messager dans nos cellules? Alors ça, ben, ça n'a pas été étudié puisque pour les vaccins, on n'a pas l'obligation, les fabricants n'ont pas l'obligation de faire des études de pharmacocinétique. C'est-à-dire, normalement, pharmacocinétique, quand on vous donne un médicament, on regarde où il va, dans quel organe, comment il est métabolisé, c'est-à-dire comment il est détruit, qu'est-ce qu'il donne comme molécule, comment il est excrété, si c'est par l'urine, par le foie, par les fesses, voilà, tout ça. Tout ça, c'est pas fait pour les vaccins. Donc, on ne sait pas. Il y a quelques études de biodistribution qui ont été faites chez des rats, mais avec des formulations différentes. Donc en fait, je ne peux pas vous répondre quoi à ça. Par contre, ce qui est dans cet article-là que je vous citais, ils ont remarqué qu'après la première dose de vaccin, donc, ils trouvaient de la protéine spike, mais après la deuxième dose, non, parce que là justement, il y a les anticorps qui vont la détruire tout de suite. Mais ils n'ont pas recherché les complexes humains, c'est-à-dire le complexe protéine spike anticorps. Ça, ils l'ont pas recherché. Ils ont juste recherché la protéine spike libre. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On est vraiment au stade expérimental parce qu'on n'a pas fait ces études de biodistribution, de pharmacocinétique, on les fait là, sur le tas. Et ce n'est pas les fabricants de vaccins qui les font, apparemment, c'est des équipes plus ou moins indépendantes. Voilà. Enfin, à vérifier tout ça, hein. Il faut que je regarde les auteurs, je n'ai pas tout ça en tête. Voilà. Et donc l'objet de ces informations qu'on fournit sur la vaccination anti-Covid, ils sont vraiment l'idée de que le rôle des médecins, des scientifiques et des chercheurs, il est d'informer les patients de manière claire, loyale et appropriée, mais que les gens soient dans un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire que bah, vous faites bien ce que vous voulez, et c'est votre responsabilité sur votre vie en fait et votre santé. Nous, on essaie de vous donner des idées, et il ne s'agit pas d'être pour ou contre en fait. Il s'agit de vous éclairer sur ce que ça fait. Et ensuite, de vous donner cette liberté à vous de prendre votre choix en conscience et en connaissance de cause. Et c'est sûrement pas le rôle des médecins, par contre, d'être des dogmatiques, une inquisition en charge de tenir une religion pro-vaccinale. Et vous allez poser des questions à un grand nombre de soignants qui finalement sont très très peu au courant de tout ce qu'on peut vous raconter aujourd'hui. En fait, pas travailler, se contentent de chasser ceux qui n'annonneraient pas la doxa officielle.
Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que il ne s'agit pas de classer les gens en pro-vax ou anti-vax, c'est un outil comme un autre. Et comme tous les outils, il faut regarder si c'est un bon outil. Je vous rappelle que c'est même la personne en charge de la politique vaccinale au sein de l'OMS qui avait dit il y a pire qu'un mauvais virus, il y a un mauvais vaccin. À moins que quelqu'un veuille rebondir, je crois que je voudrais juste rebondir sur une chose que tu dis, Louis. C'est très agaçant dès qu'on discute de l'intérêt, des avantages, des inconvénients d'un médicament, qu'on nous traite de anti. Moi, j'ai jamais été anti-vax, je pense que toi non plus. On n'est pas anti-vax parce qu'on discute de l'intérêt, de la position d'un médicament, quelle est son indication, quelles sont ses précautions d'emploi, quels sont ses effets à court terme, à long terme. C'est de la médecine. C'est-à-dire que si on peut pas discuter de tout ça au niveau d'un médicament sans être traité d'anti quelque chose, ça devient anti-scientifique pour le coup. Il est évident que ça n'a rien à voir avec être anti-vax ou pro-vax, ça serait de la croyance. Nous, on fait de la science. Et c'est assez agaçant d'ailleurs, parce que inversement, chez des gens qui nous critiquent, on a l'impression qu'ils sont pro-vax sans réfléchir. C'est tout aussi absurde d'être anti-vax sans réfléchir. On n'a pas à être pro ou anti. Un médicament, il marche ou il marche pas. Il a des effets secondaires ou il n'en a pas. On a des études scientifiques pour le montrer. Point barre. Et en fonction de ça, on décide. Et comme tu le dis à la fin, si on n'a pas suffisamment d'éléments scientifiques pour trancher, on montre les avantages, on montre les inconvénients et c'est à chacun de décider. Ouais. Et donc c'est un appel à la prudence. Euh, on a perdu pas mal d'auditeurs dans le passage sur Crowdbunker, et donc pour ceux qui auraient lâché le truc mais qui seraient revenus par d'autres biais, bah, il y a un bug qui a été lié à la surcharge d'être tellement nombreux que finalement bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi si vous pouvez aller faire un don sur Crowdbunker, qui a besoin de bah, finalement de pépettes pour avoir des serveurs qui puissent travailler. Voilà, on n'a pas d'action chez Crowdbunker. Voilà, encore une fois, personne ne gagne d'argent ici. C'est juste, bah, si on veut créer une alternative, faut s'en donner les moyens. Et puis là, on a vu que, boum, le truc est tombé au moment où vous êtes arrivé à 3 ou 4 000 sur la diffusion sur Crowdbunker. Jean-Dominique, est-ce que tu veux nous prendre la parole un petit peu? Oui, très volontiers. Beaucoup de remerciements de la part des spectateurs pour vos deux exposés qu'ils ont trouvé extrêmement clairs et que ça redonnait le pouvoir aux gens plutôt que de les infantiliser. Beaucoup d'inquiétudes autour des vaccins. Une question qui revient, c'est si des médecins, est-ce qu'il est vrai qu'en principe on ne vaccine pas en pleine épidémie? Et si oui, qu'est-ce que ça change ou quel impact ça a sur la vaccination génique contre le Covid? Une question un peu large, mais qui se pose quand même. Pourquoi certaines personnes décèdent après vaccination et d'autres n'ont aucun effet secondaire? Quid de la vulnérabilité individuelle? Est-ce qu'il y a un risque supplémentaire de se faire vacciner quand on a déjà une maladie auto-immune? Et puis alors des témoignages disant par exemple que les médecins belges ont été mis en demeure par l'ordre des médecins de réciter la doxa de toutes les façons possibles et imaginables au risque de se faire radier. Une personne qui témoigne que son compagnon s'est fait virer par son médecin traitant parce qu'il ne voulait pas être vacciné. Et puis une belle conclusion, la population mondiale est utilisée comme sujet d'expérience et est-ce que c'est normal au XXIe siècle? Alors, je le rappelle presque à chaque fois, mais vous vous souvenez que les médecins nazis ont été inquiétés à Nuremberg, pas tant pour les expériences qu'ils avaient faites, mais par le fait qu'ils n'avaient pas informé les gens et qu'ils n'avaient pas obtenu leur consentement. Donc, je reviens sur cette idée-là, hein. Je crois que l'idée du consentement, c'est quelque chose de très important et il faut garder cette capacité à dire non, en fait. Il y a une vraie très belle voie de la non-violence que celle de dire non, je ne suis pas d'accord et je ne ferai pas ce que vous me dites. Pour essayer de répondre à la question, bah, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réagissent fort au vaccin et d'autres qui réagissent pas? En fait, il y a une variabilité individuelle très importante dans la réponse à la vaccination. Effectivement, il y a des gens qui vont produire très très peu de protéines spike, il y en a d'autres qui vont en produire beaucoup, d'autres qui vont produire peut-être juste ce qu'il faut pour être bien immunisés, effectivement. Donc on est tous très très variables en fait, et c'est vrai pour n'importe quel médicament. Finalement, notre réponse en fait à un médicament, elle dépend de notre métabolisme, de notre capacité à dégrader le produit, et donc du métabolisme, puis de notre capacité à répondre à ce produit-là. Puis il y a autre chose, c'est que dans le vaccin lui-même, la quantité d'ARN, en fait, elle n'est pas standardisée.
C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des lots où il y a tant et d'autres où il y en a d'autres. En fait, finalement, le process industriel lui-même de fabrication de l'ARN montre que finalement les doses qui ont été faites dans les tests au départ, dans les essais de phase 3, sont pas les mêmes que celles qu'on retrouve dans les lots industriels. Et que entre les différents lots industriels, il peut y avoir de la variabilité. Donc, ben, on reçoit pas tous la même sanction, quoi. Puis d'autre part, il y a des gens qui reçoivent un vaccin, un autre et encore un autre. Et donc, bah, il faut comparer toutes choses égales par ailleurs les différents vaccins. Enfin, pour ce qui est du bénéfice individuel et du risque individuel, il est aussi lié beaucoup à votre âge et à vos comorbidités sous-jacentes. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a déjà de l'hypertension, du diabète, de l'obésité, qui a plus de 80 ans, et lui, il a peut-être un bénéfice individuel dans cette histoire qui est beaucoup plus important qu'un jeune de 15 ans qui, lui, n'aura aucun bénéfice individuel, c'est certain, et n'aura que de la toxicité. Donc, si on regarde la balance bénéfice-risque en la stratifiant par l'âge, elle est très différente. Et ce qui est certain, c'est que chez l'enfant ou l'adolescent, il n'y a aucun bénéfice à faire cette vaccination. Et c'était juste sur les maladies auto-immunes. On n'a pas testé les maladies auto-immunes dans les essais cliniques, donc on ne peut pas savoir. C'est certain que comme il y a beaucoup des manifestations auto-immunes dans la Covid qui seraient dues à la spike, on peut supposer que le vaccin va donner aussi des manifestations auto-immunes. Donc les personnes qui sont prédisposées à ce genre de réaction, bah, elles vont peut-être avoir plus de problèmes. Voilà. Ça serait logique. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Hélène, le problème, c'est qu'on n'a fait aucune étude sur rien. La seule étude officielle, c'est une étude sur 50 000 personnes, je crois 46 000, qui avaient globalement un âge moyen de 50 ans et qui étaient en bonne santé. On n'a fait aucune étude chez les gens qui ont des maladies auto-immunes, on n'a fait aucune étude chez les femmes enceintes, on n'a fait aucune étude sur les patients qui ont des cancers. Et ça, je crois que c'est une erreur qu'on risque de payer assez fort. Il aurait été très simple de prendre de l'eau de souris avec des tumeurs induites, des tumeurs expérimentales, d'en vacciner la moitié, de vérifier si les cancers évoluent plus dans le groupe vacciné que dans le groupe témoin ou pas. Et aujourd'hui, on sait que cette ARN messager peut aussi aller dans les cellules cancéreuses et on est assez inquiet de ce que ça peut donner. Il y a des alertes de différents oncologues qui voient arriver peut-être plus de cancers, de gens qui... C'est pas que le vaccin crée un cancer, il n'a pas le temps évidemment, mais que le mécanisme immunitaire qui l'entraîne pourrait peut-être favoriser la reprise d'un cancer. Et on n'a aucune étude pour savoir si c'est possible, si c'est une réalité, ou si c'est une impression, ou si c'est un hasard. Et ça, c'est très, c'est très inconfortable pour le médecin que je suis quand un patient me pose la question. Je ne peux pas te donner de réponse. Je peux juste te dire, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est pile ou face, c'est à chacun de choisir son risque, mais voilà. Et ça, c'est gênant quand on voit qu'à côté de ça, les administrations nous disent tout le monde doit se faire vacciner, il n'y a pas il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de précaution d'emploi. Moi, j'ai jamais vu un médicament sans précaution d'emploi. Et inversement, je l'ai dit la dernière fois déjà, depuis 30 ans que je m'intéresse à la question, je n'ai jamais vu autant d'effets secondaires officiels pour un vaccin. Il faut regarder sur le site de l'Agence du médicament à quel point il y a des déclarations d'effets secondaires. On n'a jamais eu ça avec tous les autres vaccins, jamais. Donc c'est quand même une alerte qui devrait nous interpeller et peut-être nous faire peser le pour et le contre. Merci Eric. Alors il y a une question qui est autour de qu'est-ce que contiennent les vaccins. Donc on a ce que nous dit les laboratoires, et vous pouvez vous porter à la saga vaccinale sur Réinfo Covid TV ou Réinfo Covid 2021, je sais pas, une des deux chaînes de Réinfo Covid, où il y a une saga vaccinale en 4 épisodes qui vraiment reprend les données du fabricant, les données de l'Agence européenne du médicament et de l'AMM conditionnelle. C'est vraiment très objectif et ça vous donne simplement le contenu des différents types de vaccins, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, ça, est-ce qu'il y a moyen la question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'analyser ce que contiennent les vaccins? Est-ce qu'on a des outils qui permettent de contourner la propriété intellectuelle et les brevets? Voilà. En fait, ouais, effectivement, on peut reséquencer finalement l'ARN lui-même du vaccin et essayer de trouver ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est un travail qui est en cours. Non, l'ARN, par exemple, la séquence de l'ARN, alors je sais plus si c'est Pfizer ou Moderna, elle a été publiée, donc elle est connue celle-là.
Après, c'est pas n'importe qui va fabriquer de l'ARN, le revenant des nanoparticules. Voilà. Je sais pas trop. La question, c'était de savoir que c'est dans le vaccin ou de pouvoir refabriquer soi-même. J'ai pas bien compris. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, on va peut-être s'arrêter là. On est à 1h30, c'est très bien. Je vous propose de faire une petite phrase de conclusion chacun, si vous avez envie. On va se mettre tous ensemble. Mais la parole au centre, la prend qui la veut. Moi, je voulais juste dire un truc sur ce qu'a abordé Eric sur le consentement. J'ai vu passer une info officielle en France comme quoi on va ouvrir la vaccination aux enfants. À un mineur, pour qu'il soit vacciné, il fallait le consentement des deux parents à l'école, sauf si il a une maladie grave, enfin certaine pathologie, où là, le consentement d'un seul parent suffit. Voilà. Donc, faites un peu attention si vous avez des enfants qui ont une seule, qui sont malades. Voilà. C'est important. Alors, je prends pour un petit tour de conclusion. Merci à tous, encore une fois, à la fois pour votre grand professionnalisme, votre intelligence, votre capacité pédagogique et didactique. Un grand merci à tous ceux qui nous ont regardés, à tous ceux qui ont essayé de faire l'effort d'aller sur Crowdbunker. Vous êtes nombreux, à un moment vous étiez plus de 1200, je crois, sur Crowdbunker. Donc c'est bien. En fait, il s'agit de désinvestir de sa puissance YouTube et les différentes plateformes. Et c'est une très bonne chose que de prendre l'habitude d'aller là-bas. On n'a pas streamé finalement sur le Crowdbunker de Réinfo Covid, mais il y a un Crowdbunker de Réinfo Covid sur lequel on va streamer certaines émissions. Ce sera pour d'autres émissions ensuite. On reste un peu sur YouTube pour les émissions qui sont pas trop censurées. Pour le moment, l'art, l'humour, les choses comme ça sont pas trop censurées, donc on a de la chance. Ça va peut-être venir, hein, mais pour le moment, on se contente de censurer tout ce qui concerne le Covid. Donc, bonne soirée à tous et un grand merci. Ok, on continue un tour de conclusion, Louis? Ouais, ça me va, ouais. Ouais. Moi, je vais juste, en conclusion, je vais faire un parallèle entre mon expérience de médecin et l'expérience du statisticien qui est Pierre et sa conférence de ce soir. Et d'un côté, moi, je m'aperçois que si on soigne les gens, si on les accompagne, si on les prend en charge quand ils sont malades, on a globalement de très bons résultats et vraiment très très peu de cas graves, très peu d'hospitalisation et encore moins de morts. Et Pierre nous a montré que finalement la mortalité n'avait pas été aussi importante qu'on a pu le dire. Donc ma conclusion de ce soir, ça serait sous forme de question, est-ce que tout ça valait vraiment la peine d'arrêter un pays? Si on avait mieux analysé les données et si on avait mieux soigné les gens, on aurait peut-être pu faire autrement. Et c'est peut-être une leçon à garder pour l'avenir si jamais il se révélait que les vaccins ne sont pas suffisamment efficaces sur les nouveaux variants et que finalement l'épidémie repart quand même, comme on a l'impression que c'est le cas en Angleterre en ce moment. Merci à tous et bonne soirée. Bon, je prends la suite, personne ne se décide. Du coup, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce nouvel épisode. Merci de nous donner la parole, tout simplement, de nous faire nous exprimer et puis de parler aux gens. En effet, je pense que le message de ce soir, en tout cas, nous concernant, c'était vraiment d'essayer de diffuser l'information. On l'a dit, on est passé par Crowd, là, ici. Et puis, moi, mon message, c'était de vous dire d'aller chercher les données, de vous montrer où elles étaient, et puis de faire votre expérience, surtout si vous savez le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent tout simplement manipuler un fichier de données pour faire un graphique. Et donc, je pense qu'il faut que tout le monde le fasse sa propre expérience au maximum pour réussir à mieux prendre connaissance de la situation et surtout à la partager. Et je rebondis sur ce qu'a dit Eric. Oui, tout à fait. Si on avait mieux soigné les gens, peut-être que ça serait mieux sorti. J'ai dit tout à l'heure, la pénicilline, ça a été inventé en 1920 et on a prouvé statistiquement qu'on avait arrêté de s'en servir. Donc, en fait, il est tout à fait normal d'avoir une mortalité de l'ordre de ce qu'on avait en 1920 si on arrête d'utiliser la pénicilline, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était aussi un des messages de quand on s'affranchit des différents biais de perception qu'on a aujourd'hui à tout ramener à uniquement un virus et qu'on regarde la mortalité de toute cause et la manière dont on a traité les gens depuis plus d'un an, on se rend compte que voilà, il faut peut-être s'affranchir de cette vision
de l'ennemi numéro un qui arrive et regarder ce qu'on est en train de faire et pourquoi les gens décèdent. Et c'est très important de le regarder aussi sur les décisions qu'on est en train de prendre en ce moment, en particulier sur la vaccination complète et totale, notamment de populations qui n'ont absolument rien à y gagner, comme disait tout à l'heure Louis. Oui, alors du coup, je vais enchaîner, faire la transition avec Pierre. Effectivement, vacciner tout le monde, en particulier les enfants, alors qu'ils n'y ont pas intérêt, sous prétexte qu'on veut atteindre une immunité collective, puisque c'est ça le but, ce qui a été fixé. C'est d'autant plus inquiétant que, eh bien, la semaine prochaine, je vous expliquer pourquoi l'immunité collective n'existe pas. En tout cas, pas avec la manière à laquelle on prétend la calculer. Et donc, si vous voulez venir la semaine prochaine pour comprendre pourquoi ça sert à rien d'essayer d'atteindre quelque chose qui n'existe pas, vous pourrez venir. Voilà. On n'avait pas fait jusqu'ici les teasers pour la semaine prochaine, les to be continued. Effectivement, on devrait comme ça faire des petites annonces pour aller chez les gens, quoi. Les courbes mathématiques de Vincent sur pourquoi l'immunité collective n'existe pas, ou quoi. En tout cas, là, un modèle probablement beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imagine. Bizarre, hein? Mais c'est toujours comme ça. Je laisse la parole à Jean-Dominique pour la fin. Oui, très volontiers. Remercier Pierre et Hélène pour leur magnifique présentation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat disant à quel point c'est important de pouvoir penser les choses et en parler. Et pour aussi dans la foulée de ce que Eric nous disait sur ce côté catastrophique des étiquettes pro ou anti, alors qu'il s'agit juste d'être intelligent par rapport au phénomène. Moi, c'est vrai que je constate aujourd'hui qu'on est dans un déni de science absolument incroyable. On est dans un déni d'éthique aussi. Et aujourd'hui, avec toute cette pression qui s'exerce sur autant de personnes pour qu'elles acceptent de se faire vacciner, alors qu'il y a autant d'incertitudes et d'informations fausses qui ont été données, il y a quand même des médecins de plateau télé qui expliquaient qu'en 24 heures, l'ARN messager était éliminé, que ça ne débordait jamais du point d'injection, qu'il n'y avait aucun risque de rétrotranscription au niveau de l'ADN. Enfin, on nous a balancé des contre-vérités comme étant des dogmes qu'il était absolument exclu de remettre en cause. Et merci Louis d'avoir rappelé que non, un non ferme, serein, quitte à ce que l'autre s'excite et trépigne dans son coin, mais en disant mon âme et conscience sur la base de toutes les incertitudes qui existent à l'heure actuelle et du fait qu'accessoirement c'est une maladie qui se soigne très bien, si je devais l'attraper, eh bien je peux librement, en mon âme et conscience, décider de ne pas me faire vacciner. Et ben voilà, c'est aussi se réhabiliter dans cette responsabilité souveraine de ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une forme de harcèlement envers différentes catégories de la population pour se faire vacciner, qui pour l'expert en santé publique que je suis est profondément choquante par rapport à toute l'éthique de la santé publique, justement, où on traite l'autre comme étant une personne responsable, capable de discernement, capable de comprendre, avec qui on peut négocier, mais pas quelqu'un qu'il faut terroriser ou sur qui il faut mettre la pression jusqu'à ce qu'il cède. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont inacceptables en santé publique. Donc merci au Conseil scientifique indépendant de faire vivre autre chose que ce mobbing collectif dans lequel on est. Et puis espérons que la résistance gagnera de l'ampleur, simplement pour pouvoir reposer les questions telles qu'elles se posent. Là encore, il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais de pouvoir en parler sereinement et intelligemment. Merci beaucoup Jean-Dominique. En fait, j'ai un dernier mot, je voulais rien dire, mais finalement, tu as parlé d'éthique et on y est très sensible effectivement. Et le conseil consultatif, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE en France, et Dieu sait qu'il a bien changé depuis le temps de Monsieur Sicard. Donc il est devenu très très complaisant au pouvoir. Mais malgré ça, sur la vaccination des enfants, là ils ont pas pu ne pas réagir, quoi. Et donc, le rapport du Comité consultatif national d'éthique sur la vaccination des enfants, vous devez le lire parce qu'il vous dit, mais non, faut pas faire ça. Alors, ouais, la semaine prochaine, il y a aussi
crois Michel Maffezoli qui va revenir et Vincent, c'est le programme, je vous donne le programme. Et puis je vous réinvite encore une fois à changer de plateforme et puis à en parler autour de vous, à reprendre les petits morceaux, à les découper, à faire tout ce que vous pouvez finalement à votre mesure, chacun à sa petite part du colibri, à jouer dans cette histoire pour essayer d'éteindre ce gros incendie. Et puis on fera tous, ceux qui savent faire des stats, ils le feront, et puis ceux qui savent, comme moi, juste faire une chaîne YouTube, et ils feront juste ça, et ce sera déjà super en fait. Voilà, bonne semaine à tous, sans masque dans la rue, et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Demain, il y a une émission humoristique sur Info Covid 2021. Et donc, je vous invite il y aura Vincent, encore une fois, notre star mathématique, qui va venir essayer de répondre, je crois, à quelques quiz humoristiques. Puis s'il y a des Coluches parmi vous, des réincarnations de grands humoristes, on est preneurs, parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on aimerait bien que tout le côté dramatique de cette histoire explose dans un grand éclat de rire. Donc, enfin, on revienne à une vie en société désirable. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.